Chers amis, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai un invité d'honneur qui s'appelle André Kosovoy, qui est un historien qui travaille à l'université de Lille. C'est ça, ou un Sciences Po de Lille, c'est quoi on va se tutoyer, André, parce que dans la vie, on se tutoie, donc on va pas dire cher ami, cher professeur Kosovoy, comment allez-vous, etc. Donc, tu es l'auteur aussi qui est très connu en France parce que tu as écrit plusieurs livres sur l'histoire de l'URSS et l'histoire des services secrets. De très bons livres d'ailleurs que je recommande vivement à tous nos spectateurs. Voilà, moi j'ai presque tous les livres d'André et je crois que parmi les auteurs français, il est l'un des meilleurs. Voilà, donc et je vous recommande ces livres. Bonjour André. Donc je suis en train de relancer ma chaîne YouTube pour mes spectateurs français, puisque je n'avais pas le temps de m'en occuper quand j'étais souvent à la télévision française. D'ailleurs, je ne voyais pas d'intérêt, hein, puisqu'ils me voyaient tous les jours sur les CI, sur d'autres chaînes. Là, actuellement, j'ai un tout petit peu moins d'apparitions sur les chaînes TV, donc ça me laisse le temps et je me suis dit… YouTube, c'est un média qui va remplacer à terme la télévision. Donc, pourquoi ne pas relancer ma chaîne, surtout que mon public russe est très, très actif et la chaîne a dépassé déjà 45 000 abonnés. Voilà. Et donc, avec André, on a bavardé un peu et on s'est dit, lui, historien et moi, espion, il y a quelque chose à faire. Et donc, on a trouvé peut-être un moyen de lancer un petit cycle, je ne sais pas, on a déjà plus ou moins programmé 3 ou 4 émissions qu'on pourrait faire dans le courant du mois d'octobre et du mois de novembre sous le titre Les regards croisés sur la Russie ou les regards croisés sur l'histoire de la Russie. Croisés parce que André est historien, donc il a un regard très particulier qui est basé sur la connaissance de l'histoire. Et moi, j'ai un regard plutôt d'opérationnel, plutôt d'expert qui vient du terrain. Et donc voilà, ça peut donner un intérêt particulier dans ce dialogue qui est entre nous. Je te laisse peut-être te présenter un peu plus, dire quelques mots sur toi pour ceux qui ne te connaissent pas, André. Oui, merci Sergueï. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, les malheureux qui n'ont pas encore lu cet ouvrage notamment, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Publicité, voilà, ceux qui n'ont pas encore découvert toute la profondeur de la personnalité de Brejnev. Alors, donc Andrei Kosovoy, mais j'enseigne à l'Université de Lille effectivement depuis longtemps, maintenant depuis 2008. Essentiellement l'histoire russe et soviétique. Et j'étais amené à intervenir pas mal dans les médias depuis le 24 février de cette année pour les raisons qu'on connaît. Et puis c'est au cours de l'une de ces interventions à la radio que j'ai fait connaissance avec Sergueï. Un grand plaisir pour l'historien que de rencontrer évidemment un témoin extraordinaire d'une époque aujourd'hui révolue. Voilà, je ne présenterai pas évidemment Sergueï de mon côté, tout le monde le connaît et enfin, c'est évidemment une chance inouïe pour moi que d'avoir fait sa connaissance. Et effectivement, c'est un projet qu'on a eu depuis assez longtemps, une idée qui a couvé un petit peu, celle de discuter ensemble. Et il fallait trouver le temps, il fallait trouver le format, il fallait trouver l'occasion. Et je crois que l'occasion, elle est offerte aujourd'hui sur un plateau. On est le 7 octobre. Donc, ceux qui connaissent un petit peu les grandes dates de l'histoire russe et soviétique, le 7 octobre, c'est l'anniversaire de notre cher Vladimir Vladimirovitch, n'est-ce pas? Oui, Vladimir Poutine. Donc aujourd'hui, il a 70 ans, sauf, sauf que ça, c'est la date officielle. C'est la date officielle qui est écrite sur Wikipédia, dans ses documents, mais il y a un mystère là-dessus. Oui, parce qu'en fait, bon, l'un de tes interlocuteurs réguliers chaque semaine, et il y en a d'autres, ça fait longtemps qu'ils ont émis l'hypothèse, ou plutôt ils ont affirmé avec certitude que, en réalité, Vladimir Vladimirovitch Poutine n'aurait pas 70 ans cette année, mais 72 ans. C'est ça. Et, Un premier mystère, un premier mystère, parce qu'on se dit, voilà, c'est ça. un homme qui déjà se porte très bien pour ses 70 ans en apparence, son dernier discours, on a eu des échos
regardez comme il a l'air juvénile, le teint parfaitement, je veux dire, rose, le sourire, enfin tout, rien ne laissait apparaître le Brejnev, vous voyez, de fin de vie, hein, parce qu'on parlait de Brejnev tout à l'heure. On est à des années-lumière du Brejnev sénile, malade, donnant l'apparence d'une maladie physique, quoi, d'une dégradation physique. Là, c'est tout l'inverse, en fait. Et on apprend qu'en réalité, il aurait 72 ans. Donc, Et là, c'est encore plus. Ouais. c'est encore plus stupéfiant. Alors, on n'a pas de confirmation. J'ai cherché un petit peu, mais on n'a pas de documents à ma connaissance. Son acte de naissance, je ne l'ai pas trouvé. Sur son passeport, évidemment, il est marqué 7 octobre 1952. Donc, il serait né en réalité en 1950. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Sergueï, parce que c'est un de tes interlocuteurs qui avait confirmé récemment cette Oui, idée. en fait, il y a plusieurs sources. Je suis d'accord avec toi. Il y a plusieurs sources qu'elle affirme. Donc, moi, toutes les semaines, je fais une émission en russe pour mon éditoire russe avec un personnage qui se présente comme le général du SVR, le général 2 étoiles du SVR, le service des renseignements extérieurs de Russie. Je parle du personnage parce qu'en réalité, je connais pas cette personne, je connais pas son nom. Il n'apparaît pas à la vidéo, donc je n'ai que sa voix. Et bien évidemment, personne ne peut affirmer ou confirmer son appartenance au SVR et son grade militaire. Mais c'est un personnage c'est pour ça d'ailleurs je parle d'un personnage, il a le Telegram canal qui est très populaire en Russie. Parmi les canaux politiques, c'est quasiment au numéro 1 ou numéro 2 en Russie. Depuis plusieurs mois, il est cité maintenant par les médias du monde entier, y compris américains, New York Times, Washington Post. Il est repris aussi par plusieurs médias en Russie et en Ukraine. Et c'est quelque chose qui marche bien. En fait, on peut parler d'un groupe en réalité. Donc, nous avons La Voix qui présente ce groupe, mais on sent il n'est pas tout seul, mais il y a des gens derrière lui et qu'ils sont quand même très bien informés. Parce que malgré tout, et ça c'est quelque chose qui s'est révélé sur la pratique dans la réalité, parce que bien évidemment, il donnait des prévisions depuis 2-3 ans, il est très connu et beaucoup de gens le contestent. Mais en réalité, si on regarde tout ce qu'il a prédit, on peut dire que c'est quasiment à 80 ou à 90% ce qu'il a prédit, c'est réalisé. Et donc, à ce niveau-là, on commence à se poser les questions, même si c'est un personnage, même si c'est quelqu'un peut-être qui se fait mousser un peu avec ce grade militaire qui correspond peut-être pas à la réalité, mais il y a quand même du sérieux derrière ce personnage. Et donc, lui, il confirme que Poutine, parce qu'en fait, il se présente comme quelqu'un qui a connu Poutine assez longtemps, qui a travaillé, qui a assuré sa sécurité, qui lui fournissait des informations, qu'il a accompagné dans plusieurs déplacements, et donc qui dit oui, j'ai la confirmation que son anniversaire n'est pas celui de 7 octobre 1952, mais bien évidemment indifférent, 2 ans plus tôt. Il est né dans une famille un peu bizarroïde, avec un père géorgien ou une mère géorgienne. Il aurait vécu en Sibérie, après en Géorgie. Et après, ses parents ont divorcé et il a été transféré dans une famille de parenté éloignée qui ne sont pas ses vrais parents. Donc, non seulement il y a la date qui ne correspond pas, mais en plus, les parents disent que les parents que Poutine représente comme ses parents ne sont pas, etc., etc. Et à part le général du SVR qui le dit, il y a aussi une journaliste polonaise qui a écrit un livre. Donc elle a mené une enquête et paraît-il qu'elle est allée même en Géorgie, dans les endroits dans lesquels cette famille a vécu, qu'elle a retrouvé des témoins, qu'elle a retrouvé les gens qui se souviennent. Donc il y a plein de témoignages. Et quand nous avons ça, on commence quand même à se poser les questions. Mais en fait, la question que je voudrais te poser toi, André, en tant qu'historien, en fait, c'est quoi l'intérêt en fait à ne pas cacher? Parce que à la limite, j'aurais compris toute cette histoire si, je ne sais pas, Poutine était le fils bâtard de Louis XIV ou je ne sais pas, de Brejnev, d'Andropov ou d'un bonze
du Parti communiste et disons, n'était pas très content de ce fils. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer ce procédé de changer de passeport, de changer de date. Mais lui, en fait, on parle d'une famille pauvre entre la Sibérie et la Géorgie, pour le retrouver dans une autre famille pauvre à Leningrad, et d'ailleurs qui n'appartient à aucun disons, milieu de pouvoir. Quel est l'intérêt de toute cette histoire? Oui, alors en ce qui concerne ses origines supposées que tu as relatées, donc cette journaliste qui a écrit ce livre, hein, qui est basé sur un témoignage, bon, pour moi, il faut le prendre avec des pincettes. Bon, on est peut-être dans l'ordre de la conspirologie. En ce qui concerne le changement de date de naissance, par contre, si c'est avéré, hein, c'est quelque chose qui reprend une certaine tradition, j'ai envie de dire, les changements d'identité, les substitutions, les dates de naissance. On l'a vu par exemple avec Staline, hein, n'est-ce pas? Parce que Staline, officiellement, il était né en 1879. Et on a eu des confirmations depuis qu'il est né en 1878. Et la raison pour laquelle il aurait changé cette année de naissance, elle n'est pas très claire. C'était un révolutionnaire, Staline, à l'origine, qui se cachait, il vivait dans la clandestinité. Et donc, pour tromper la police du tsar, il changeait régulièrement de nom. On sait que son vrai nom, c'était Djougashvili, bien sûr, et pas Staline, l'homme d'acier. Et donc, il aurait très bien pu aussi changer de date de naissance, hein. Voilà, donc bref, c'était quelque chose qui pouvait se comprendre. Et dans cette espèce de tradition de la clandestinité, du secret, après tout, Vladimir Poutine est un ancien agent secret. Et donc, il a aussi eu, voilà, peut-être cette envie-là. Non, Si c'est les parents, maintenant, si c'est les parents eux-mêmes, parce que c'est ça l'idée, c'est que les parents eux-mêmes l'ont inscrit à l'école, en fait, plus tard que prévu, ils ont changé sa date de naissance, il aurait été un enfant plutôt famélique, malingre, etc. Et donc, il passait très bien pour quelqu'un de plus jeune. Et en réalité, il aurait eu ses 2 ans de retard. Mais pour moi, ça s'inscrit dans cette espèce de tradition, si vous voulez, de secret, encore une fois, hein. On est dans le secret, la clandestinité. Et puis maintenant, l'intérêt pour Vladimir Poutine d'avoir un changement de date de naissance, bon, il y a quand même le ressort de la juvénilité, de l'immortalité. Quand on se rajeunit, on a tous envie d'être plus jeune et de paraître plus jeune. Bon, d'où c'est quand même ces efforts, hein, il faut l'avouer, portés sur le maquillage, parce que le Vladimir Poutine tel qu'il est en réalité et celui qu'on a vu récemment prononcer son fameux discours très virulent, très agressif à l'occasion donc de l'annexion de ces provinces séparatistes, c'est pas le vrai Vladimir Poutine évidemment. Voilà, donc on a une espèce de corrélation, si vous voulez, entre l'image qu'il veut montrer au monde, qu'il veut projeter, celle d'un homme jeune, plein de force, de vigueur, qui a 70 ans ou 72 ans, peu importe finalement, a encore un avenir devant lui, hein. Il est loin d'être, encore une fois, cet homme sénile, ce vieillard kakoshim, comme on dit en français, qu'on avait avec les dirigeants soviétiques, dont on se souvient à la fin de l'époque soviétique, le Brejnev des années, on va dire, 75-82, il est mort en 82, puis ses successeurs, Andropov, qui a quand même passé entre 82 et 84 la majeure partie de son temps à l'hôpital. Il a dirigé le pays depuis une chambre d'hôpital. Je crois que Sergueï pourra nous en parler un petit peu plus. Je ne sais pas s'il l'a rencontré à l'hôpital, mais il l'a rencontré, c'est sûr. Et le successeur d'Andropov, évidemment, celui qu'on a tous oublié, Tchernenko, entre 84 et 85, c'était juste avant Gorbatchev. Lui aussi, un type malade qui pouvait à peine tenir debout. Et pour les soviétologues, on se souvient de cette scène absolument terrifiante de Tchernenko dans sa chambre d'hôpital. C'était en 84, peu avant sa mort, ou fin 83. On a fait venir des caméras de télévision pour le montrer, votant aux élections du Soviet suprême d'Union soviétique. On aurait dit une momie. À l'époque, les maquilleurs ne faisaient pas forcément un travail aussi extraordinaire qu'aujourd'hui, hein, bien sûr, il y a beaucoup d'années de cela. Et donc, il donnait vraiment l'impression d'être un type qu'on avait ranimé pour la circonstance, une sorte de zombie, quoi. Donc là, aujourd'hui, Poutine, c'est tout sauf ça, en apparence, en apparence. Et donc, ce rajeunissement, s'il est avéré de 2 ans, il participe de cette stratégie de rajeunissement général et de projection d'une image positive. On se souvient de Poutine au cours de ses 2 premiers mandats qui diffusait des photos quasiment nus, n'est-ce pas? Avec voilà, tous ses muscles en évidence. C'était quelqu'un qui voulait projeter une image de virilité,
avec le fusil sur son cheval, etc. Des images qui ont été bien sûr détournées par les Russes, par les opposants. Mais voilà, on a une corrélation entre le Poutine du début des années 2000, quand il est juste élu président, qui veut projeter cette image de virilité, et le Poutine d'aujourd'hui, 70 ans, qui, bien maquillé, donne l'impression d'un homme qui est encore plein de force. Oui, il faudra peut-être aussi donner quelques précisions pour nos téléspectateurs que tous ces âges ont énormément plus d'importance en Russie qu'en France, parce qu'en France, c'est un pays c'est un pays développé avec une médecine très développée, et donc la moyenne d'âge en France pour les femmes, ça dépasse les 86 ans, et pour les hommes, ça avoisine les 80 ans. Alors aussi, la moyenne nationale, c'est 72 ans, et pour les hommes, c'est catastrophique. En fait, la moyenne d'âge pour les hommes, c'est entre 65 et 67 ans. Et ça, c'est officiel parce que, en fait, avec le Covid, à mon avis, on a vu le pays décimé parce qu'on parle d'1 million de surmortalité l'année 2021. Et l'année 2020, on ne connaît même pas les chiffres. Donc, bien évidemment, cette histoire d'âge joue énormément. Poutine, on le sait, ça c'est quelque chose qui est assez documenté parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont confirmé. Donc, les sources concordantes, comme on dit, prouvent que Poutine utilise beaucoup la chirurgie esthétique, qu'il utilise beaucoup de Botox. Et donc, bien évidemment, c'est pour ça aussi que parfois, ça donne des scènes cocasses parce qu'un Poutine ne ressemble pas à l'autre. Et donc, du coup, on parle de sosie. Et on explique aussi en partie cette différence de Poutine d'un jour à l'autre parce que, justement, quand on fait une opération d'intervention chirurgicale faciale, ça vous déforme quand même les traits de visage. Et donc, on peut parler d'une personne différente. D'autre part, il a aussi les pratiques qui sont, bien évidemment, il est suivi par les médecins, donc il y a le centre médical de la présidence de Russie. Moi, j'ai travaillé avec ce centre, je connais tous ces hôpitaux, et donc c'est une énorme structure qui a énormément de puissance, avec un énorme budget, avec les sanatoriums, avec les chirurgiens, avec l'équipement moderne, avec n'importe quel. La Russie, pour Poutine, peut acheter n'importe quel médicament dans le monde, même s'il coûte 1 million de dollars par tube. Donc tout ça participe bien évidemment au suivi médical de la première personne. Voilà, et donc bien évidemment, il attache énormément d'importance, mais comme tu viens de le dire, bien évidemment, ça fait longtemps où il ne s'est pas montré torse nu. Ça fait longtemps où il a pas pris le cheval. Et on a vu d'ailleurs, on a quand même régulièrement des doutes. Le dernier doute, ça s'est passé au mois de juillet, la veille de la fameuse fête navale à Saint-Pétersbourg. Donc la fête navale de Saint-Pétersbourg, tout le monde l'a vu, il était très svelte, très énergique, il sautait d'un bateau à l'autre, en fait il pétait la forme, mais sauf que la veille, il y a une vidéo qui a fuité sur Internet, où on le voit se promener avec ministre de la Défense Shoigu et sa fille, la fille de Shoigu, qui est milliardaire entre nous soit dit. Hein, c'est une personne très capable parce qu'à 18 ans, il a fait son premier milliard d'euros et on se demande comment. Mais bon, passons. On fera peut-être une autre émission par rapport à ça. Et donc, pendant cette petite promenade, ils étaient attaqués par les moustiques. Et Poutine, en fait, on voyait qu'il chassait les moustiques avec son bras gauche, y compris côté droit. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. En fait, s'il y a le moustique là, c'est normal, c'est d'utiliser le bras droit. Et on voyait que son bras droit, en fait, pendouillait quasiment comme s'il était paralysé. Et donc, il y a tout un tas de rumeurs qui étaient relancées. Et d'ailleurs, constamment, il y a des rumeurs qui sont relancées parce que mon partenaire, le général Esfer, et un autre personnage qui s'appelle Valérie Solovey parle de cancer de Poutine, mais ça fait 3 ans qu'il en parle. Et Solovey dit, depuis 3 ans, il nous dit, dans 2 semaines, Poutine va crever. Et donc, nous, on est tellement pressés de le voir crever que finalement, on commence à reprocher à Solovey, tu nous racontes des bobards parce que ça fait 3 ans que tu nous promets qu'il crève et elle est toujours là. Oui, c'est quand même terrible de se dire que pour les 70 ans d'un homme, il y a des millions de personnes qui ne souhaitent qu'une chose, c'est sa mort, quoi. Pour un homme comme Poutine, qui veut absolument marquer l'histoire dans un sens positif, évidemment,
se retrouver avec cette guerre perdue d'avance déjà, vous voyez, et avec des millions de personnes qui ne rêvent encore une fois que d'une chose, c'est de le voir disparaître, c'est quand même, ça doit lui faire quelque chose. Est-ce qu'il ressent ça? Est-ce qu'il ressent cette haine, cette détestation d'une bonne partie de l'humanité quand même? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tu en... Je crois qu'il il le ressent, mais là, par rapport à ça, il y a une théorie, parce que en réalité, l'amour et la haine, c'est le même sentiment. C'est le même sentiment, et donc, en fait, pour nous, enfin, d'habitude, dans la vie habituelle, on dit que c'est un sentiment positif ou négatif, mais il est le même. Et en fait, pour plusieurs personnes qui sont dans l'ésotérisme, ils disent, en réalité, c'est la même énergie. Ça veut dire que vous soyez adoré ou détesté par tout le monde, en fait, ça revient au même. Et d'ailleurs, on le voit dans le personnage de Cyril Hanouna, il est adoré par la moitié de la France et il est détesté par l'autre moitié de la France. Et pourtant, il se porte comme un charme. Et donc, à la limite, c'est ça. Et je crois qu'il y a autre chose. C'est par rapport à cette énergie, on peut dire que si Poutine, en fait, représente pour beaucoup de personnes l'antéchrist. Il représente la concentration du mal. Et à la limite, en fait, dans tout ce qui est mysticisme et dans tout ce qui est ésotérisme, si tu représentes le mal, plus tu es détesté, à la limite, mieux c'est, parce que le mal attire le mal et donc tu es nourri par ces sentiments négatifs. Et donc, à la limite, les gens qui te détestent, ils t'envoient leur énergie, tu leur pompes leur énergie et ça te sert en fait à se reconstruire. Et d'ailleurs, est-ce que tu es au courant aussi qu'il y a des cérémonies chamaniques qu'on dit régulièrement organisées au Kremlin et par Poutine et Shoigu? Oui, évidemment, j'ai entendu parler ces récits et notamment donc ces voyages, ces séjours dans la taïga avec Shoigu. Ça a eu lieu avant la guerre, avant que Shoigu ne perde son statut de favori, n'est-ce pas? Mais effectivement, Shoigu était très apprécié pour ces mêmes raisons, parce qu'il avait introduit apparemment Poutine à tout un ensemble de chamans et qu'il avait fait participer à des rituels. Alors ça, c'est intéressant, ça nous renvoie aussi à l'idée de la spiritualité de Poutine, de son côté superstitieux, hein, parce que jusqu'ici, l'image qu'il voulait encore une fois projeter, parce que c'est encore une fois dans l'image montrée, projetée, c'est l'image de quelqu'un qui est profondément croyant, hein. Au cours des premières années de sa présidence, notamment, on le montrait souvent aller à la messe, faire le signe de croix, respecter, je dirais pas le jeûne, non, ça c'était peut-être pas le cas, mais en tout cas, visiter régulièrement les lieux saints, faire très attention à ce qu'il disait par rapport à l'Église orthodoxe, s'appuyer évidemment sur le patriarche, hein, c'est un allié très précieux pour lui. Donc on se demande si c'est que pure politique, c'est que calculé, c'est plein d'arrière-pensée, ou il y a quand même quelque chose derrière. C'est quoi finalement cette... Est-ce qu'il existe une foi chez Poutine? Dans quoi croit-il finalement? Est-ce qu'il croit dans un Dieu vengeur, un Dieu qui serait celui de cette croisade, ou il y a une spiritualité presque païenne, quoi, chez Poutine, d'avant le christianisme, quand on évoque ces rituels chamaniques auxquels il participe, ces bains de sang, enfin je sais pas, il faudrait... Là, ce serait évidemment, on va nous accuser d'être des conspirologues, mais il faudrait des images, il faudrait des preuves, et puis pour un historien, des documents, évidemment. Mais si c'est vrai, enfin, vous voyez, cette idée, et on a vu encore une fois avec Shoigu dans la taïga, hein, qui lui offre l'herbe de la taïga, et Poutine le remercie parce que cette herbe de la taïga, c'est vraiment cette mousse de la taïga, c'est quelque chose de beaucoup plus important que simplement un bout de terre, quoi, pour lui. C'est véritablement une forme un moyen de se régénérer. Je crois que Information sur cette foi poutinienne. Je crois que par rapport à ses croyances, moi personnellement, j'y crois absolument pas dans sa croyance chrétienne déjà. Parce que moi, je me base sur le principe qu'il est né du temps de l'Union soviétique. Comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, on a été baptisés en cachette par nos grands-mères. Donc ça, c'est quelque chose de normal. C'est son cas aussi, même si nous ne pouvons pas le vérifier, mais j'y crois assez volontiers.
Et puis après, il est passé quand même par toute une système d'éducation soviétique, par toutes les organisations, les jeunes pionniers, les communistes, les jeunes Komsomol, la jeunesse communiste et puis le communiste. Et donc, en fait, il a prêté aussi le serment solennel, quand il est rentré au KGB, de donner sa vie pour défendre les idéaux du Parti communiste. Bien évidemment, au mois de décembre 1991, quand, en fait, cet automne de 1991, quand le KGB a disparu, le Parti communiste était interdit et l'URSS s'est disloqué, cette fois, Poutine a démontré qu'il n'avait aucune foi. En fait, il n'a pris aucune arme, il n'est pas allé défendre cette croyance. Et donc, quelqu'un qui trahit sa croyance politique, parce que le communisme, en fait, c'est une sorte de croyance, hein, même si en Union soviétique, on l'a présenté comme une science. Et donc, en fait, il a démontré qu'il peut trahir ça. Et d'ailleurs, il est devenu tout de suite après capitaliste, ça veut dire l'inverse de cette croyance communiste. Il est à la tête de l'État capitaliste, impérialiste, donc à l'inverse de la croyance communiste. Et on a du mal quand même à croire qu'il est... on ne sait pas où est-ce qu'il était sincère. Et de toute façon, moi, je crois que tu as raison. Je crois qu'il est plus païen. En fait, c'est plus une historique, parce qu'il faut rappeler que la Russie, c'est un pays qui est né dans les steppes ou dans la taïga, dans les forêts, dans les énormes, dans la nature, avec les forces de nature. Et les Russes, les Slaves, plus toutes les autres populations, parce que la Russie est composée de 250 petites nationalités, petites ethnies. Il n'y a pas que les Russes ethniques qui sont en Russie. Donc, ils avaient les croyances païennes, et la Russie n'a été baptisée qu'au Xe siècle, et en fait, c'est même pas la Russie, la Moscovie, parce que la Moscovie, à cette époque, n'existait pas, c'était Kiev. Et donc, c'est pour ça, peut-être ça qu'en fait, il retrouve... Il lutte, à mon avis, entre les croyances et il y a une chose qui explique un peu le psychotype de Poutine, c'est qu'il s'est retrouvé avec un énorme pouvoir sans avoir prétendu à ce pouvoir et sans jamais conquérir ce pouvoir. En fait, ce pouvoir lui a été donné, parce qu'il a été lancé par Sobchak, déjà le maire de Saint-Pétersbourg, de Leningrad, et donc après, on l'a nommé directeur du FSB, et après, on a fait Premier ministre, et après, il était devenu président, sans conquérir le pouvoir. Et donc, dans sa tête, à mon avis, il s'est passé quelque chose, il s'est dit, je suis un élu de Dieu, si Dieu existe, mais en même temps, de temps en temps, ce Dieu me fait quand même des sales coups, comme avec le Samara à Koursk, comme avec Beslan, comme avec tout un tas de trucs semblants qui se sont passés dans mon pays. Et donc, du coup, je commence à douter de ce Dieu qui me porterait. Et quand je doute, je me dis, je vais peut-être revenir à ces croyances païennes de la populace russe ou slave, ou du peuple, enfin des peuples de ce pays. Et donc, je vais chercher peut-être les sources de soutien ailleurs que uniquement dans la foi chrétienne. Oui, parce qu'en fait, encore une fois, il y a des racines chrétiennes, bien sûr, de la Russie ancienne, et que Poutine met souvent, qu'il souligne souvent dans ses discours, et notamment après avoir annexé la Crimée, hein, il avait quand même dit et répété à plusieurs reprises, la Crimée, c'est non seulement un territoire russe depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis Catherine II, mais c'est aussi là que le grand Vladimir, n'est-ce pas, a été baptisé. Voilà, et c'est aussi pour ça que c'est très important pour nous. Voilà, mais pour revenir à la question finalement de cet anniversaire, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, et à la question des sentiments que portent les Russes à Poutine, et si on fait des parallèles avec le passé. Moi, en tant qu'historien, si vous voulez, si tu veux, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir est-ce que ça lui importe vraiment d'être aimé et d'avoir ces signes d'amour et d'affection de la population. Derrière moi, vous avez une image que j'ai trouvée dans une vidéo consacrée à l'anniversaire de Brejnev, aux 70 ans de Brejnev, qui avait eu lieu en 1976. Voilà. Et à cette occasion, Brejnev avait reçu évidemment énormément de cadeaux. Il était devenu maréchal et c'est très intéressant, il avait reçu beaucoup de lettres, des lettres spontanées de soviétiques, y compris de très jeunes soviétiques, d'enfants. Et c'est une lettre d'enfant qui est derrière moi, où il est écrit en substance
cher petit grand-père Léogne, Léogne c'était le diminutif de Léonide, je te souhaite un super anniversaire et tu sais que moi aussi j'avais un grand-père qui avait aussi combattu pendant la guerre, etc. Donc on a ces preuves d'affection qui sont mises en scène, qui sont utilisées par la propagande à l'époque soviétique pour montrer à quel point finalement Léonid Brejnev c'est vraiment un fils du peuple et c'est vraiment qui a toute sa légitimité parce qu'il est aimé par ce peuple. Est-ce qu'on a ça avec Poutine? Est-ce qu'on a des manifestations et des embrassades? Parce que le problème de Poutine, c'est qu'on l'a très peu vu, voire jamais vu, aller au contact de la population. Dès qu'il rencontre des gens, c'est tout de suite une mise en scène. Quand il vient voir des soldats blessés à l'hôpital, on s'aperçoit que ce n'est pas des soldats, que ce sont ses gardes du corps qui sont déguisés. Quand il organise ses conférences de presse, les journalistes qui lui posent des questions la plupart du temps, c'est des gens qui sont préparés. Ils ne vont pas lui poser des questions gênantes. Voilà. Quand il y a eu des questions gênantes par le passé, il s'en est sorti et ça a souvent dérapé. Il s'est montré agressif, pour ne pas dire vulgaire, hein, comme on le connaît, avec des menaces. Donc ça, c'est quelque chose qui a été évacué. On l'imagine très mal, Poutine aller serrer des mains, aller embrasser des babouchkas. Et surtout aujourd'hui, et j'en viens à la grande question qu'on se pose, le 7 octobre 2022, est-ce qu'on va lui offrir un cadeau sous la forme d'un attentat? Ça, c'est la bonne question. Est-ce qu'il est adoré ou pas? Je crois qu'au début de son règne, parce qu'on peut parler de règne après 22 ans de présence au pouvoir et surtout lorsqu'il a changé la constitution pour rester jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à 2036, je crois que sincèrement les gens avaient de l'affection pour lui. Parce qu'il représentait quelque chose que les Russes attendaient depuis des années. Tu as parlé de ces secrétaires généraux qui étaient vieux, mourants, qui étaient souvent farfelus, tchatcheurs comme Gorbatchev, à qui on dit qu'il a disloqué l'Union soviétique. Et donc, Poutine, Yeltsin, qui était malade, alcoolique, vieux, aussi sénile vers la fin. Et donc, finalement, quand Poutine est arrivé, on l'a accueilli presque de la même manière que Gorbatchev. Il était jeune, il pouvait parler, il était un homme du peuple. Enfin, il ressemblait à n'importe quel Russe. Et donc, du coup, je crois que sincèrement, pendant ces deux mandats, ces deux premiers mandats, il y avait plein de gens qui étaient sincèrement épris de lui. Et donc, sa popularité, pour moi, ne pose pas de problème pour ces deux premiers mandats. Le problème, c'est après 2012, lorsqu'elle est revenue après la parenthèse de Medvedev, et surtout les derniers temps. Les derniers temps, on a compris, enfin, on dit que pendant l'épidémie de Covid, elle est devenue quasiment paranoïaque, il ne voyait plus personne. Et là, je crois qu'il est obsédé par cette peur d'être tué. Et d'ailleurs, la grande fête qui était organisée sur la place rouge, on se disait, est-ce que c'est le vrai Poutine qui était là-bas? De toute façon, on savait que les milliers de personnes, c'était les étudiants et les petits fonctionnaires qui étaient payés pour être là-bas. Et il y a une vidéo qui circule, en réalité, que la vidéo officielle avec les acclamations, avec les hurrahs, etc., en fait, c'est faux, parce qu'ils nous ont montré la vraie ambiance dans cette, qui était filmée par les smartphones sur place, et en réalité, ça n'existait pas. Donc, en fait, c'était un montage qui était projeté par le Kremlin. On avait un silence de mort quoi, sur cette place rouge apparemment, et ils ont superposé des sons, des bruits exprès pour faire croire que, quand je dis ils, bien sûr, ce sont les artisans de la propagande qui ont superposé ces sons, fait un montage quoi, tout simplement. Mais il y avait autre chose. Alors, ce qui est intéressant avec Brejnev, pour revenir encore une fois à ce personnage sur lequel j'ai écrit, c'est qu'il est à la fois vieux, sénile à la fin des années 70, début 80, et en même temps, il projette l'image du bon grand-père. Donc, cette fameuse lettre là, dont j'ai parlé, la petite lettre adressée à Brejnev où on lui souhaite bon anniversaire, il projette cette image du grand-père affectueux, protecteur, aimable, et j'insiste sur le mot aimable, qui est digne d'être aimé. Poutine, l'image qu'il projette, c'est tout sauf cette image-là. C'est l'image d'un type agressif, très froid, très très froid. Et d'ailleurs, son passé d'agent du KGB ne joue pas en sa faveur de ce point de vue-là. Brejnev, en l'occurrence, n'a jamais été au KGB.
Et il a toujours, au contraire, su projeter une image plutôt chaleureuse, d'homme méridional. Il était originaire d'Ukraine aussi. Brejnev, il faut le savoir, il avait cet accent ukrainien d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie. Poutine, au contraire, c'est vraiment le personnage froid, froid, insaisissable et froid. Et je me demande comment, finalement, ces marques d'affection, si elles continuent d'exister, ces marques d'approbation, euh, comment est-ce qu'elles s'accommodent de cette image de froideur extrême et en plus accentuée, comme tu l'as dit, par ces opérations de chirurgie esthétique, qui le rend encore plus artificiel dans son apparence. Oui, d'ailleurs, c'est assez marrant que tu dises c'est son passé d'agent du KGB, parce que j'en ai un et pourtant je suis souriant, etc. Moi, Ouais, j'explique. il faut faire le distinguo pour nos spectateurs, une fois de plus, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Le KGB, c'était une immense machine tentaculaire, immense. Mais le grand distinguo qu'il faut faire, c'est la première direction générale ou la première direction principale du KGB qui se consacrait au renseignement et dans laquelle tu as travaillé. Poutine a travaillé dans la deuxième direction générale ou principale qui officiellement portait sur le contre-espionnage, mais en réalité, ce qu'il faisait, lui, c'était faire la chasse aux dissidents. C'était, d'après mes connaissances, donc, quand il était à Leningrad, c'était de contrôler le courrier de la population de l'université de Leningrad, de surveiller, de fliquer la population. Voilà, c'est une mission qui n'avait rien à voir avec celle des agents secrets, des agents de renseignement envoyés à l'étranger notamment. Donc on était dans deux mondes différents. Deux mondes différents. C'est ça. Et donc, en fait, moi, je dirais que pour conclure peut-être notre émission pour aujourd'hui, c'est que, en fait, même cette froideur, je crois que ça peut le servir auprès d'une certaine population. Parce qu'une population russe, c'est aussi ce qui frappait souvent les étrangers qui venaient à Moscou, c'est que les gens souriaient peu. Dans les transports, dans les rues, ils ne voyaient jamais les visages souriants, c'était les visages toujours fermés. Et donc, il y a ce masque qui est un masque typiquement russe. En fait, il faut se cacher derrière ce masque de sérieux, de froideur. Et surtout, pour tout ce qui est nationalisme, en fait, il cherche un leader froid, agressif, etc. Et donc, il a ses fans par rapport à ça. On pourrait même dire, ouais, le fameux adjectif Grozny, terrible, malgré Absolument, absolument. voilà, Ivan Grozny, Ivan le terrible, il faut bien comprendre que terrible, employé en russe, n'a pas de sens péjoratif. Il est plutôt à comprendre comme étant, comme signifiant impressionnant, qui projette une image de force. Donc on pourrait même dire Vladimir le terrible, finalement. Et cet adjectif terrible, c'est quelque chose que les Russes ont pendant longtemps conçu comme étant un attribut tout à fait indispensable pour les tsars. Un tsar qui n'est pas terrible n'est pas un vrai tsar. Oui, tout à fait. Et donc, déjà, Vladimir, pas le grand parce qu'il est petit de taille, il a énormément de complexes, mais donc plutôt Vladimir le terrible. Mais en réalité, c'est un masque. C'est pour ça d'ailleurs j'ai parlé d'un masque, parce que c'est quelqu'un, c'est un trouillard. Je ne vais pas répéter le mot qui m'a valu l'évincement de l'antenne de LCI, mais c'est un trouillard. Et d'ailleurs, c'est un très très mauvais militaire parce qu'il s'est engagé dans une guerre dans laquelle il ne peut pas gagner. Et nous espérons, pour son 70e anniversaire, de perdre le plus rapidement possible cette guerre, de se retirer de l'Ukraine et d'être évincé de la scène au Kremlin par ses acolytes, parce que la plupart des dictateurs sont finis par un coup d'État qui vient de l'intérieur du palais. Il va le passer dans un bunker, son anniversaire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je crois. Je crois qu'il n'y aura pas de grande fête. De toute façon, tu sais, tu as vu cette année, au mois de janvier, le 6 janvier, quand il y a eu le Noël orthodoxe, d'habitude, il le passait dans la grande cathédrale du Saint-Christ le Sauveur avec le patriarche, etc. Et cette année, c'était une petite chapelle où il était tout seul. Et donc, je crois qu'en fait, il est voué à mourir comme Staline. D'ailleurs, c'est une boucle qui est bouclée parce que Staline, finalement, a eu une attaque et personne n'est venu lui porter secours. On dit qu'il était mourant pendant 2 jours et en fait, personne, Beria et d'autres acolytes de Staline,
connaissaient, savaient qu'il mourrait derrière cette porte fermée, et en fait, ils ont fait exprès pour ne pas entrer derrière cette porte et pour lui porter secours. Et en ce qui concerne Staline, il faudrait simplement ajouter que pour ses 70 ans, officiellement en 1949, il y a eu quand même une très très grande manifestation, commémoration, j'allais dire, un anniversaire qui a été fêté de manière très somptueuse au Kremlin, avec des invités de marque, parmi lesquels notamment Mao Tse-tung, qui était présent, et d'autres personnes, d'autres alliés de Staline. Staline était présent au Kremlin. Il y a eu une manifestation de soviétiques heureux portant des portraits de Staline. Et c'est en fait une exception hein, dans ces années post-Seconde Guerre mondiale où Staline est en fait quasiment invisible. Il s'isole de plus en plus pour diverses raisons, il est de moins en moins présent sur la scène politique. Et là, c'est une exception. Donc moi, ce que je voudrais voir aujourd'hui, on verra ce soir ce qu'il en est, puisqu'on enregistre cette émission le matin du 7, c'est est-ce que Poutine va effectivement avoir droit à un anniversaire organisé en grande pompe, où il faut considérer que ce qui s'est passé récemment, son fameux discours sur la place rouge, c'est déjà une forme d'anniversaire. À mon avis, c'est la forme d'anniversaire, et de toute façon, dans ce palais de Kremlin, il n'y aura que des gens qui sont les officiels de Kremlin, avec Kadyrov, bien évidemment, qu'il a félicité déjà hier, ce qui porte malheur en Russie. Il ne faut jamais souhaiter l'anniversaire la veille et avant l'anniversaire. Les Russes sont superstitieux, ils attachent beaucoup d'importance à ce genre de petits détails, et puisqu'on en est à ce genre de détails, il faut rappeler que ceux qui ont fêté leur anniversaire en Russie savent bien hein, déjà ne jamais souhaiter l'anniversaire avant la date officielle, et ensuite quand on boit à table, ne surtout pas laisser de bouteilles vides sur la table, comme on dit, pas de cadavre. Dès qu'une bouteille se vide, vite, on la glisse sous la table. Voilà, le Poutine lui-même, on le sait, ne boit pas. Hein, ne boit pas, parce que les rares fois où il a bu, il s'est montré agressif et violent. Sa femme, son ex-femme, pardon, Ludmila, en tout cas, c'est Sergueï Pougatchev qui l'a raconté. Il faut le relater à nos spectateurs français, hein, que les rares fois où il a bu, hein, notamment pendant ses anniversaires, il l'a torturé, il l'a sadisé pendant plusieurs jours dans la soirée. Enfin, elle en a souffert et depuis, elle a supplié les invités de ne pas lui donner à boire. Ok, merci beaucoup André. Je crois que c'est un bon début pour notre collaboration pour ma chaîne. Et en tout cas, c'était passionnant ton point de vue, et je crois que nos spectateurs vont l'apprécier. Merci beaucoup et à la prochaine fois.